J'ai fait de la fleur de sel à Guérande à partir de 1998, donc moi j'avais connu que Guérande. Hein. Et c'est vrai qu'ici, quelque part, ça a été un choc pour moi, parce que je me suis retrouvée d'un seul coup dans un silence. Et par contre, ça m'a pas mis très longtemps à m'adapter, hein, au contraire. Et puis après, j'ai fait la connaissance des gens du coin, tout ça. Les gens ici, en visite, que ce soit en visite ou en balade, sont plus... Ils viennent ici pour autre chose. Côté donc historique, on est sur un site qui a été aménagé première moitié du XVIIIe siècle. Donc objectif, aménager des marais salants. Bon. Et donc c'est des travaux assez énormes qui se sont déroulés sur au moins une vingtaine d'années et qui ont abouti à aménager des marais salants sur environ 220 hectares. La production de sel a bien fonctionné pendant à peu près un siècle, donc jusque environ le milieu du 19e siècle. Et à partir de ce moment-là, il y a asséné, comme sur les autres marais du littoral de l'Atlantique européen, une déprise salicole, c'est-à-dire que le sel perd de son intérêt économique. Entre autres parce qu'on découvre de nouvelles méthodes pour conserver les aliments. On est déjà dans les balbutiements de la mondialisation, puisque il y a d'autres sources de sel qui deviennent bon marché. Ce sont les sels miniers de l'Est de la France, ce sont aussi les sels méditerranéens. Et donc asséné comme ailleurs, progressivement l'activité perd de son intérêt économique et puis on va assister à un abandon progressif des marais salants. Début des années 60, le site va être identifié par les naturalistes pour son intérêt biodiversité et notamment pour les oiseaux d'eau. À la fin des années 80, va germer l'idée d'une réserve naturelle sur les marais de Séné. Le département a racheté le marais de l'Année en 1978. Alors c'est un site qui a une histoire avec plusieurs étapes. Hein. Ça a été un ancien marais salant. Ça a été même le marais salant qui a été exploité le plus longtemps, hein, puisqu'en les années 60, il était encore exploité en tant que saline. Et puis cette activité a périclité, et comme beaucoup de marais hein, sur l'arc atlantique. Et beaucoup de salines à ce moment-là ont été transformées en clairs ostréicoles. Et alors donc là on en voit quelques-unes hein, sur le site des clairs ostréicoles. Et cette activité économique a également périclité dans les années 70 suite à des parasitoses, etc. Et donc ce sont des sites qui se sont retrouvés à l'abandon. Et c'est à ce moment-là que le département a commencé à acheter différents marais. Et actuellement, on est propriétaire d'environ 200 hectares sur la presqu'île d'Urvis d'anciens marais salants. Et donc ce marais-là, c'est le premier marais qui a fait l'objet d'une réflexion pour engager une restauration. La saline a été restaurée en 2003, après un long travail de faisabilité hein, qui a duré à peu près 2 ans. Donc c'était une expérimentation aussi, puisque la saliculture avait disparu, on va dire, du Morbihan depuis quand même pas mal de temps. C'était une activité même qui était, on va dire, oubliée. Donc on revenait aussi sur le passé, sur l'histoire, en réinstallant cette activité, quoi. Ça permettait aussi de renouer avec l'histoire du golfe du Morbihan. Lorsque Olivier Chenel cherchait à finalement déplacer son activité de Saint-Armel, il cherchait un lieu où il pouvait finalement atterrir. Il y avait plusieurs sites, y compris plutôt côté océan, et puis naturellement les marais de Truscat.
j'ai fait le lien avec les propriétaires de ces marais qui étaient la famille propriétaire depuis l'origine, depuis les années 1300-1400. Et ce projet de réimplantation a plu. Et donc naturellement, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup d'obstacles à surmonter. Le premier d'entre eux était qu'il y avait une contestation par les services de l'État de la domanialité et le fait que ces marais pouvaient être du domaine public maritime. C'est ainsi que les propriétaires ont pu fournir la lettre d'afféagement à l'époque du duc de Bretagne qui témoignait de leur propriété, et donc ce problème-là a été quelque part résolu. C'était écrit en vieux breton et finalement, somme toute, très intéressant dans l'histoire du site de voir cette tradition ancienne, cette famille toujours propriétaire qui voulait remettre cette activité. Puis ensuite, il a fallu surmonter un avis défavorable à l'époque de l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement, et j'ai incité le propriétaire et l'exploitant à faire appel de cette décision auprès du préfet de région. Et le préfet de région est venu sur place, s'est rendu compte de l'intérêt finalement du projet, en quoi il ne portait pas atteinte à l'environnement, et un avis favorable à ce recours gracieux a pu être donné. Et c'est là que Olivier Chenel a fait des merveilles, travaillant voilà, d'arrache-pied, notamment avec ses bras et avec ses mains, pour faire ce site qu'on connaît aujourd'hui, qui est une vraie fierté, et qui concilie une activité économique salicole dans le respect complet des lieux. Donc nous sommes très très heureux que ça puisse avoir lieu, et le fait que ce site soit aussi accessible de manière confidentielle. On fait aussi un lieu de balade dans le respect de la nature et dans le respect de cette activité. Donc bravo à lui. C'est par ici avec la brouette, parce que là je peux pas passer. Il n'y a rien pour passer. Donc je suis obligé en fait de faire des tours. Je ne suis pas de la région. Quand je suis arrivé en Bretagne, j'étais un peu, on va dire, attiré par les marais salants. Comme tout le monde qui vient dans le coin, j'imagine j'étais voir à Guérande comment ça se passait. Et c'est vraiment ce savoir-faire qui m'a attiré. Et je me suis fait la promesse de faire une saison en tant que paludier pour voir un petit peu, pour connaître le terroir local. Et donc j'ai contacté Nathalie qui avait besoin justement de quelqu'un cet été pour l'aider à récolter la fleur de sel et à récupérer le gros sel, donc être porteur. Et donc ça fait 1 mois que je l'aide. Donc bien sûr je n'ai pas commencé tout de suite à la récolte, elle a eu la gentillesse de me prendre avant pour me montrer comment un marais salant fonctionnait du début à la fin. Donc j'ai eu le plaisir de remettre un petit peu en état, de faire l'habillage de ce qu'on appelle de tout ce qu'on voit ici, de tous les œillets et aussi un peu des adernes. Donc on a, pour dire simplement, dévasé un peu tout ça. Et donc j'ai pu découvrir l'avant, là je découvre le pendant, et après je vais découvrir l'après. Alors, vous savez que moi je suis la paludière de la saline que vous allez voir tout à l'heure. Nous, dans le marais, on est limité par l'ensoleillement. Déjà. Parce que travailler la nuit, c'est pas simple. Et ça veut dire que l'hiver, on a des amplitudes horaires qui sont beaucoup plus courtes, puisqu'on est limité par la présence du soleil. Donc l'hiver, ça va être du 9h du matin, 17h le soir. Par contre, l'été, bah, c'est carrément l'inverse. L'été, je passe plus de temps ici que chez moi. Ici, l'été, des fois, je peux passer 12-14 heures de présence ici. La prise de sel, il faut la faire le plus tôt possible, avant les grosses chaleurs. Donc plus tôt on la fait le matin, mieux c'est. Donc le top, c'est d'être là à 6 heures du matin. Vous avez vu, c'est beau la fleur. Hein. Retournez-les, vos pyramides, vous allez voir qu'elles sont creuses. Ouais. Ah oui. Et comme elles sont creuses, elles sont très légères. Oui. Et en fait, la fleur de sel, elle se forme à la surface de l'eau. C'est pas du gros sel qui remonte, c'est une cristallisation de surface. Mais pour ça, il faut que l'eau soit chaude, qu'il y ait du vent et du soleil. Pour l'instant, on a tout faux. De sel comme ça, c'est soit du vent d'ouest, soit du vent d'ouest. Généralement, la grosse fleur, c'est le vent d'ouest. La fine, c'est du vent d'est. Et le vent de nord, c'est un vent froid. C'est un peu ce qu'on a aussi aujourd'hui. Eh bien, on va avoir de la fleur qui va être, nous on appelle ça de la soupe, parce que quand on veut passer l'outil, quand on soulève, tout passe à travers les trous. Ça veut dire qu'elle est trop petite. Donc elle n'est pas assez formée. Et ça, malheureusement, ben, quand c'est ces journées-là, ben, c'est pas la peine de rester sur le marais parce qu'on va utiliser de l'énergie pour rien.
Et donc là, c'est vraiment le gros sel en formation qu'on voit au milieu, qui sera récupéré demain matin. Ça arrive parfois... Alors, est-ce que j'aurai un bon exemple? Ici. Je vais essayer de récupérer, j'espère que ça va se voir. Ouais. Ici, en fait, on voit qu'il y a des gros grains, des plus gros grains. Donc ça arrive en fait que le gros sel se mélange un peu à la fleur de sel. Donc après, c'est beaucoup plus technique, moi je ne connais pas. Mais je sais que là, c'est du gros sel, il ne faut pas que je le prenne. Donc c'est pour ça que je vais le remettre dans l'eau. Et ça va refaire un petit tour jusqu'à ce que ça se décante. Alors là, je suis en train de laver la fleur de sel pour enlever en fait toutes les impuretés qu'on peut avoir dans la récolte. Ça va aux petits, je sais pas, bouts d'algues ou même d'herbes qu'on peut avoir sur la saline, aux insectes qui ont pu se coller à la fleur de sel. Donc là, il y a juste à passer de l'eau, mettre le petit tamis pour enlever toutes les impuretés. On fait ça 2-3 fois avant de faire sécher. Avant de la mettre à sécher un petit peu. On va profiter du beau temps et de la chaleur. Ça permet en fait d'avoir déjà un premier rinçage. Et après quand on ramène le sel là-bas dans la salange ou en hangar, on va laisser encore sécher. Et après on va aussi peser pour voir un peu la récolte, aussi combien on a récolté et puis pour la paye tout simplement. Et aussi après on va retrier un peu à la main toutes les impuretés qui sont peut-être passées après cette première étape, d'avoir un sel fin, propre et qu'on peut consommer quand on le souhaite. L'eau monte dans le golfe à grande marée. Elle va rentrer par la digue par l'intermédiaire d'une porte et cette eau va remplir un premier canal qui s'appelle l'étier. Au bout de cet étier, il y a la trappe de vasière qui, elle, va me permettre de remplir le premier bassin du Marais Salent qu'on appelle la vasière. Donc la vasière, c'est une réserve d'eau pour le paludier, c'est ce qui va lui permettre de faire du sel pendant au moins une quinzaine de jours. Et puis cette réserve d'eau va servir aussi à la décantation de l'eau. Donc ça nous permet d'avoir une eau propre qui va aller ensuite dans un deuxième bassin qui s'appelle le Cobier. Le Cobier a une circulation d'eau par différents bassins qu'on appelle les phares. L'eau va circuler de phare en phare et au fur et à mesure, la décantation de l'eau se termine dans ce bassin. Et au fur et à mesure que l'eau avance, elle va déjà être un petit peu plus chaude. Et comme elle va s'évaporer, elle va être déjà un petit peu plus salée pour rentrer dans la saline. Et la saline, c'est donc la troisième partie du Marais Salent. Dans une saline, il y a 3 sortes de bassins. Il y a les phares, les adernes et les œillets. Les phares, c'est une circulation de phare en phare, en circulant, en faisant des virages. Cette circulation d'eau permet à l'eau de circuler doucement, donc elle va chauffer plus facilement avec le soleil et s'évaporer. Les phares ensuite vont alimenter les adernes. Les adernes, leur rôle, c'est le stockage de l'eau saumurée, donc de l'eau qui est très très salée. Et les adernes vont me permettre ensuite d'alimenter les derniers bassins de la saline qui sont les œillets. Et les œillets, c'est les bassins de production de sel. Ça, j'en parle, visite. Réchauffement climatique, forcément, parce que souvent il y a la question, que le réchauffement climatique, forcément, nous, ça a un impact. Parce qu'une saline, elle tolère des températures jusqu'à 28, 29. Mais l'année dernière, on est monté jusqu'à 42. Et pas qu'une seule journée.
Donc forcément, elle a subi les conséquences. Il ne faut pas oublier que les marais salants, ils sont logiquement légèrement en dessous du niveau de la mer. Donc forcément, c'est facilement submersible. Disons que c'est une question qui est incontournable maintenant sur le littoral, avec justement cette problématique du changement global, de la montée du niveau de la mer. Et de fait, maintenant, la réserve commence à réfléchir à son avenir, parce que ces choix qui ont été faits il y a 20 ans vont sans doute être remis en question avec le changement climatique. Et donc la question qui se pose, c'est ces marais, ces digues, pendant combien de temps on peut continuer à entretenir les digues et avoir cette gestion hydraulique. Dans un premier temps, là, on a besoin d'informations scientifiques précises pour mettre des scénarios sur la table. Et ensuite, c'est au moment de l'élaboration d'un nouveau plan de gestion qu'il y aura discussion avec les différents acteurs, et sachant qu'on est réserve naturelle nationale, donc sous l'autorité du préfet. Il y a un comité consultatif, et les choix devront être validés par le comité consultatif, et puis aussi examinés par le conseil scientifique de la réserve. Donc ce n'est pas nous, gestionnaires, qui allons décider on continue à entretenir les digues ou on abandonne. La gestion de l'eau, après, ce qu'il faut gérer ici, c'est l'eau de mer, qui est importante, puisque l'eau de mer va non seulement m'être utile pour la production de sel, mais elle est utile aussi aux oiseaux, parce que quand moi je fais rentrer de l'eau de mer, il y a à manger pour les oiseaux. Donc c'est vrai que plus souvent on fait rentrer de l'eau de mer dans le marais, plus souvent les oiseaux ont à manger. Et ça facilite leur vie ici, leur reproduction, leur arrivée, leur départ. Pour rappel, c'est bien ça, nous, notre objectif, c'est rendre au milieu des conditions favorables d'accueil pour les oiseaux. Et on a pu identifier que l'activité salicole, par sa gestion hydraulique, qui a besoin de niveaux d'eau avec des profondeurs d'eau pas plus importantes que 20 cm par exemple, avec des surfaces de chauffe importantes, ça correspondait à la hauteur des niveaux d'eau dont avaient besoin également les oiseaux, notamment les petits limicoles, qui ont des petites pattes, etc. C'est ce qu'on avait démontré quand on a fait le projet sur le marais de l'année. C'était vraiment l'objectif, c'était de montrer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre un développement économique et la préservation de l'environnement avec l'accueil des espèces emblématiques, donc préservation de la biodiversité, mais aussi préservation de la qualité de l'eau, puisque l'eau va s'épurer dans le sol, et puis dans le marais du moins, et va repartir de l'eau plus salée, plus riche en phyto et zooplancton. Donc il y a une alimentation aussi des réseaux trophiques, des chaînes alimentaires dans le golfe du Morbihan. Si jamais il est aussi riche en production de petits poissons, c'est parce que les marais apportent aussi de la production primaire. Effectivement, pour accueillir une activité économique sur le site, on doit avant tout garantir qu'il n'y aura pas d'impact négatif pour la biodiversité. Et pour cela, on a une convention dans laquelle on a des actions qui sont plutôt à mettre en avant pour la paludière, enfin des choses qu'elle doit mettre en place ou sur lesquelles elle doit avoir une attention particulière, pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre l'accueil des oiseaux et l'activité économique. Alors, du fait que c'est une activité manuelle, il y a quand même déjà très peu de contraintes, mais malgré tout, on va lui demander par exemple de limiter son nombre d'œillets. Sur des salines à Guérande, on peut avoir des salines qui vont avoir 80, 100, 120 œillets. C'est vrai qu'ici, il n'y en a que 30. De façon à pouvoir avoir à côté, enfin juste derrière nous, en fait, on a des zones qui ne sont pas productives. Donc les oiseaux vont nicher dans la vasière, s'alimenter dans la zone des phares,
et éventuellement aller se reposer dans les zones plus tranquilles. Donc ça permet effectivement aux oiseaux d'être en grand nombre sur un site où il y aura aussi une activité économique. On a beaucoup d'oiseaux, déjà premièrement, qui sont aux alentours. Donc vraiment faire attention s'il y a des nids. On a vu encore il y a quelques jours des poussins qui se promenaient, des oisillons qui se promenaient dans les marais, donc vraiment faire attention à ça. Et après, toutes les précautions qui sont bien sûr de mise quand il faut, quand on travaille en fait dans un milieu naturel. Après, on a le plaisir tous les matins et tous les soirs qu'on part de voir dans les autres bassins à côté, c'est-à-dire à Vasières et le Cobier, de voir un peu les oiseaux qui forment leur nid et leur vie. Donc ça me permet aussi de faire un peu d'ornithologie à mes heures perdues. Les oiseaux, c'est assez facile. On pourrait les diviser en 4 catégories. Ceux qui sont là en permanence, les oiseaux sédentaires, et puis opposés aux sédentaires, on a les migrateurs, qui sont soit des migrateurs estivants qui sont présents l'été, qui viennent se reproduire dans les marais, les migrateurs hivernants qui viennent passer l'hiver chez nous et qui descendent de Scandinavie pour trouver une Europe tempérée, et puis les migrateurs de passage qui vont nicher au nord et passer l'hiver en Afrique et qui ne font que passer chez nous dans les marais. C'est vraiment les 4 grands types de migrateurs. Et ça fait bien partie de nos objectifs en fait, nous c'est de multiplier les sites d'accueil. C'est pas d'avoir un site d'accueil sur lequel on va où on va augmenter les aménagements, où on va faire en sorte que la colonie ne bouge plus. C'est pas de fixer une colonie, mais c'est plutôt de permettre aux colonies de se déplacer en fonction des événements qui peuvent arriver sur un site. Donc on a à la fois des sites sur Pénétin, des marais littoraux sur Pénétin. Donc là on est en train de travailler à restaurer des marais en septembre. Là on va commencer ces travaux-là. Mais on a également restauré les marais de Soussignaux, on a restauré le marais de la Villeneuve au Hézeau juste à côté, ou encore le marais de la Trinité-sur-Mer qui s'appelle Kervilaine. Donc en fait, avec la réserve de Séné qui se trouve en face, l'idée c'est bien de multiplier les sites d'accueil pour que les colonies se déplacent. Ce n'est pas de les fixer à un endroit. On est dans la grande zone des baies et estuaires du littoral de l'Atlantique français. Bon. Donc ça déjà c'est une macro-zone, et au sein du golfe il y a un certain nombre de sites qui sont plus ou moins favorables en fonction des exigences de chaque espèce. Et en dehors de la période de reproduction, parce que la période de reproduction, les oiseaux ils sont fixés à un lieu pendant la période d'incubation et la période d'élevage des jeunes, mais le restant de l'année on sait qu'ils sont mobiles. On sait que en fonction des conditions, les groupes d'avocettes peuvent se déplacer en période hivernale entre le marais de Séné, le marais de Penentoul à la Morbaden, la rivière de Vannes, etc. Après, c'est à nous dans le golfe, à l'échelle du golfe, de régulièrement aménager des nouveaux marais où les espèces pionnières vont s'installer et vont avoir une chance d'élever des jeunes.